Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, la dernière du mois d'avril. Au sommaire de votre JT ce soir, c'était aujourd'hui la journée internationale du jazz, une journée marquée par l'organisation d'un grand concert virtuel réunissant des dizaines d'artistes à travers le monde. Le guitariste John McLaughlin sera avec nous pour en parler. La 5e édition du concours international de rose de Monaco aura lieu le 1er octobre prochain, mais le jury s'est déjà réuni pour commencer sa notation. Reportage dans ce journal. Comment l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a vécu cette année de crise? Quel est son quotidien désormais? Nous avons posé ces questions à Didier de Cotigny, le délégué artistique de l'OPMC, sera notre invité. Mais avant cela, l'information du jour, ce sont les nouvelles décisions du gouvernement princier dans la lutte contre le coronavirus. Bonsoir Sandrine Nègre. Après les différentes phases du déconfinement français hier soir, quelles sont les annonces côté monégasque aujourd'hui, Sandrine ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, compte tenu de la situation sanitaire, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a décidé de prolonger l'ensemble des mesures actuelles jusqu'au dimanche 16 mai, avec certains assouplissements à compter du lundi 3 mai. Les voici. La pratique du sport en intérieur redevient possible en respectant un protocole sanitaire strict. Port du masque par les pratiquants et enseignants, présence de gel hydroalcoolique et mise en œuvre d'un système de réservation pour réguler le nombre de sportifs présents. Pour les sports de contact ou de combat, une réathlétisation est possible. La reprise complète s'effectuera plus tard. Pour les sports nautiques, la pratique de la voile est autorisée ainsi que celle de l'aviron en solo. Réouverture des bars le matin pour le petit déjeuner de 6h à 11h. Ouverture prolongée des restaurants le soir jusqu'à 22h contre 21h30. À noter aussi dans les commerces, retour d'une jauge de 4 mètres carrés par personne au lieu de 6 actuellement. Ces décisions font suite aux propositions du gouvernement établies en concertation avec le Conseil national lors du comité mixte de suivi qui s'est tenu jeudi 29 avril. Assouplissement des mesures donc à Monaco. Dans un tout autre domaine, l'ONU vient d'adopter une nouvelle résolution sur la noyade qui a causé la mort de 2,5 millions de personnes en 10 ans. Oui, la toute première sur la prévention de la noyade. Un grand pas en avant donc pour la lutte contre la noyade au niveau international dont fait partie la Fondation Princesse Charlène depuis 2012. L'ONU encourage ainsi tous les États membres à élaborer des programmes de prévention liés à la surveillance, à des leçons de natation, à des formations au sauvetage et à la réanimation. Cette résolution proclame aussi le 25 juillet Journée mondiale de prévention de la noyade. La Fondation Princesse Charlène précise d'ailleurs que la Royal National Lifeboat Institution a dirigé les discussions sur la question de la noyade et a permis à l'aboutissement de la résolution. Très large implication aussi de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. De l'art également dans ce point info avec le fameux centaure, objet d'un reportage en début de semaine sur notre antenne, Sandrine. Et oui, vous ne le verrez plus exposé devant le Yacht Club comme ce fut le cas pendant plusieurs semaines. Le centaure signé César a été adjugé 780 000 €. Ce personnage mi-homme, mi-bête, taillé dans un marbre rouge au début des années 80, a donc été cédé à un amateur suisse au cours de la séance d'enchères de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Cette œuvre est un hommage à un autre artiste, Pablo Picasso. Merci Sandrine. Ce vendredi 30 avril correspond à la Journée internationale du jazz. Instaurée par l'UNESCO il y a 10 ans, cette journée a été marquée par un grand concert virtuel, situation sanitaire oblige. Il a réuni de nombreux artistes à travers le monde, les meilleurs artistes de la scène internationale. Parmi eux, John McLaughlin qui a représenté Monaco. Le guitariste est avec nous ce soir. Bonsoir John. Bonsoir, merci. Que vous évoque déjà cette journée internationale du jazz? Je suis très honoré. Ça fait 10e année de cet International Festival de Jazz de l'UNESCO. Donc j'ai pu participer à plusieurs reprises. Et malheureusement, avec cette histoire de Covid, l'année dernière, tout ce qu'on a pu faire, c'est les petits solos de la maison. Mais cette année, ils nous ont demandé d'inviter les musiciens locaux. Et puis ce que j'ai fait, et puis avec la gentillesse de la direction des affaires culturelles, Madame Gamin-Darger nous a prêté le théâtre Princess Cross pour pouvoir
faire les vidéos, son et lumière pour les prestations de ce soir. Donc on est très heureux. Vous parlez de musiciens locaux. Je Oui. crois savoir que vous êtes accompagné de musiciens, notamment de l'Académie de Monaco. Hein. Mais il y a deux. Il y a Roger Rossignol, quel musicien, et Jean-Michel Aublette à la basse, oui, Roger au piano, évidemment, et un jeune niçois, batteur, il n'est pas dans l'académie, Nicolas Vicaro, donc sont tous du sud, et surtout les deux musiciens de l'académie ici, c'est formidable. De grands noms ont pris part à ce concert. Il y avait Herbie Hancock, par exemple. C'est vraiment la crème du jazz qui s'est réunie pour l'occasion. Il y a non seulement Herbie Hancock, il y a Marcus Miller, il y a Dee Bridgewater, il y a tous les grands stars de jazz et même de soul, ou même de rhythm and blues, et les jeunes aussi. Donc je pense que ça va être formidable ce soir. Alors John, chaque artiste représentait un pays. Vous représentiez Monaco. La principauté Oui. est un pays cher à votre cœur. Hein. Ah oui, ça va faire l'année prochaine 40 ans. Je suis ici. Ah oui. Ah non, mais je suis chez moi, ici. Et en plus, parce que j'ai habité à Londres, à New York, je connais tous les grandes métropoles partout dans le monde, mais c'est à ici, Monaco que vous vous sentez le mieux. Oh, je me sens bien ici, je me sens bien. En plus, il y a tout, il y a une vie culturelle ici qui est formidable. Par exemple, nous assistons il y a des concerts à Monaco. À l'auditorium, il y a le ballet, donc ma femme et moi, on assiste dès qu'on peut, qui est assez souvent quand même. C'est formidable que Monaco a pu s'arranger comme quoi les gens peuvent assister au concert, qui n'est pas le cas ailleurs. C'est génial. Merci beaucoup John McLaughlin d'avoir été avec nous ce soir, en tout cas à l'occasion de la Journée internationale du jazz. Merci beaucoup, Emily, pour m'avoir donné l'opportunité de parler de ce soir, ce grand événement. Merci beaucoup. Et à l'occasion de la Journée internationale du jazz, Monaco Info vous propose de retrouver John McLaughlin dans l'émission musicale Backstage, samedi à 21 h. Un mot à présent sur le concours international de roses de Monaco. La 5e édition aura lieu le 1er octobre prochain. Le jury permanent s'est réuni ce vendredi matin pour commencer la notation des différents rosiers. Plus d'explications dans ce reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Le 5e concours international de roses de Monaco a été quelque peu bouleversé cette année. La nouvelle organisation a permis à l'édition d'intégrer un jury permanent. Cette année est évidemment particulière en raison de la situation sanitaire que nous vivons, malheureusement. Mais le concours international de roses nouvelles de Monaco se tiendra tout de même à la fin de l'année, c'est-à-dire le 1er octobre. Cependant, il est nécessaire de pouvoir juger les roses avant même le concours qui réunira, lui, un jury international. Nous avons composé un jury permanent qui se permettra de juger les roses à 2 reprises. Habituellement, les roses étaient cultivées dans une pépinière, puis réceptionnées une semaine avant dans des conteneurs. Cette année, les rosiers ont été plantés dans un espace réservé. Avec ce problème sanitaire, on a estimé qu'il était peut-être plus valable de juger ces fameux rosiers depuis leur arrivée jusqu'en octobre. Ça nous permettra de voir leur résistance aux maladies, leur remontant, c'est-à-dire leur refleurissement durant toute l'année. On a 4 types, donc 4 catégories de rosiers. On a d'abord les hybrides de thé. Alors les hybrides de thé, ce sont plutôt des rosiers à grosses fleurs, un peu style fleurs coupées. Après, on a les multiflora, qui sont plutôt des rosiers de jardin. Après, on a des rosiers miniatures. Ça, c'est plutôt des rosiers qu'on utilise en balcon. Et après, on a les rosiers couvre-sol, qui sont des rosiers également d'espaces verts et de jardin. Le comité d'organisation souhaite partager avec le public. Pour cela, il est possible dès à présent de découvrir les différents rosiers sur la page Facebook de la Roseraie Princesse Grace jusqu'au 26 septembre. À l'issue de ce vote, le prix du public sera attribué à la photo qui aura reçu
le plus de likes. La Croix-Rouge monégasque agit auprès de ceux dans le besoin et en difficulté. Parmi les nombreux services proposés, des cours de soutien ont été créés pour venir en aide aux enfants de Monaco et des communes limitrophes. Ces cours s'adressent aux jeunes de tout âge, suivis par le service social de la Croix-Rouge monégasque et de la Principauté. On écoute le chargé de projet au micro de Christine Datomel. Les cours de soutien de la Croix-Rouge monégasque ont commencé l'année dernière, après le premier confinement où les écoles de la Principauté ont malheureusement dû fermer. Du coup, la Croix-Rouge s'est mobilisée, plus précisément les bénévoles, pour donner des cours de soutien à ces jeunes enfants qui étaient en décrochage scolaire ou qui avaient de nombreuses questions justement suite à ce confinement. Principalement, ce sont des cours de français, de mathématiques, de lecture. Nous avons également eu des cours d'accompagnement pour les terminales qui devaient, vous savez, remplir les vœux sur Parcoursup. Donc nous avons des jeunes bénévoles qui sont déjà engagés dans des études secondaires, qui les ont accompagnés dans leurs choix respectifs de vœux. On a pu voir un réel progrès des enfants, plus particulièrement au niveau de la confiance en eux, car c'est toujours différent de recevoir des cours avec un seul professeur que des cours avec plusieurs élèves dans la classe. Donc il y a vraiment un réel progrès au niveau de la confiance, mais également au niveau pédagogique. Nous voyons vraiment des progressions au niveau de la lecture, au niveau des compétences mathématiques. Donc on est vraiment satisfait dans l'ensemble. Nous parlions jazz tout à l'heure avec John McLaughlin. Parlons musique classique à présent avec notre prochain invité. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a vu son quotidien chamboulé par la crise et a dû s'adapter aux différentes restrictions, aussi bien françaises que monégasques, pour continuer de se produire sur scène. Bonsoir Didier de Cotigny. Bonsoir madame. Comment l'OPMC s'est adapté aux mesures sanitaires? Vous avez pu poursuivre la programmation de la saison normalement? Eh bien écoutez, je dois dire avec fierté que nous avons réussi bon an mal an, malgré toutes les contraintes et les changements de contraintes et les difficultés, nous avons réussi à tenir notre plan d'action et notre saison absolument d'une manière impeccable. Nous avons réussi malgré tout cela, à assurer grosso modo l'intégralité de notre saison. Au niveau de la salle, vous vous êtes aussi adapté aux horaires du couvre-feu, aussi bien monégasque que français? Ah oui, alors non seulement ça, on s'est adapté dans la salle au niveau de la distanciation d'abord, puisque on a réduit la jauge possible dans la salle. Et aussi, bien sûr, les horaires, la deuxième contrainte importante, c'était les horaires pour permettre non seulement aux gens de la Principauté de Monaco qui avaient des horaires de couvre-feu qui étaient différents de celles des Français, donc pour permettre aux Français de venir, on commençait de plus en plus tôt. Et là, aujourd'hui, on en était ce mois-ci, avec le couvre-feu en France à 18h, à commencer les concerts à 14h. Mais l'annonce de l'assouplissement des mesures à Monaco et en France va vous permettre d'accueillir un public plus élargi, là? Je dois dire que je suis assez surpris que les gens ont vraiment envie de venir et qu'il y en a certains qui maintenant doivent prendre leur journée ou au moins leur demi-journée pour pouvoir assister à une représentation à 14h. Donc si vous voulez, ça c'est assez positif. Mais je pense qu'évidemment, les assouplissements des horaires de couvre-feu vont permettre de reprendre un peu, de retourner vers les horaires plus normales. Et donc ça sera le premier effet des mesures d'assouplissement. Et ensuite, on verra bien si les jauges si on peut aller avec des jauges à l'intérieur, le spectateur qui puisse être plus grande que celle que nous avons actuellement, qui nous permettra quand même aussi d'accroître les revenus de la billetterie, si vous voulez. Alors nous parlions de la programmation tout à l'heure. Quelle est la programmation du mois de mai? Je crois qu'un seul concert a été annulé, c'est ça, un Carmina Burana le 30 mai. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avions prévu de faire Carmina Burana de Karl Orff avec le chœur de l'orchestre symphonique de Birmingham en Angleterre, orchestre dans lequel notre directeur musical est aussi premier chef invité. Mais malheureusement, vu la situation en Angleterre et vu il y a à peu près un mois et demi, ce concert a été annulé à Birmingham. Donc on a dû complètement changer le programme du concert, c'est-à-dire retirer Carmina Burana, que nous ferons, je l'espère, exactement au même endroit l'année prochaine, dans la saison prochaine. Et nous avons trouvé un programme de remplacement qui était absolument un programme de festival avec 2 solistes, puisque nous aurons la présence de la pianiste russe, la grande dame du piano russe, Elisabeth Leonskaya, en deuxième partie dans le deuxième de Brahms, et que nous aurons aussi en première partie, une première partie Berlioz avec les nuits d'été
de Berlioz, chanté par la merveilleuse Marie-Nicole Lemieux, qui était notre artiste en résidence l'année dernière. Mais nous avons aussi un autre concert au mois de mai, plus proche de nous aujourd'hui, puisque c'est le concert du début mai, avec un chef d'orchestre russe merveilleux, qui s'appelle Stanislav Konchanovsky, qui maintiendra le programme qui était initialement prévu avec la 3e suite pour orchestre de Tchaïkovski, qui est une pièce pour orchestre qui est très très rarement jouée, mais qui est absolument merveilleuse. Et pour le début de programme, nous avons fait appel à un jeune et brillant pianiste qui a été finaliste l'année dernière du concours Clara Askill à Montreux et qui nous jouera le premier concerto de Chopin, qui fera, j'espère, les délices de tout notre public habituel. Didier de Cotigny, j'imagine que les musiciens chérissent le plaisir de pouvoir se produire sur scène actuellement. Ah écoutez, mais ça de toute manière, ça on ne le dira jamais assez. Si vous voulez, nous sommes dans une situation extrêmement privilégiée et là je dois reprendre et répéter constamment que nous sommes absolument extrêmement reconnaissants à notre souverain, le prince Albert II, et le gouvernement princier et la direction des affaires culturelles qui nous ont permis, en faisant très attention et en respectant les mesures sanitaires strictement, de pouvoir continuer à exercer notre métier et à nous produire et à partager notre art avec un maximum possible, le maximum possible de public. Et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que je crois que nous avons été à certains moments les seuls en Europe, si ce n'est pas dans le monde, à continuer, bon an mal an, à exercer notre profession. Merci beaucoup Didier de Cotigny d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette saison un peu perturbée de l'OPMC, mais oui, qui poursuit quand même son chemin. Merci beaucoup. Exactement, merci beaucoup. Et prochain rendez-vous donc de l'OPMC ce dimanche à 16h à l'auditorium Régnier 3 avec le récital de piano Arkady Volodos. On retrouve Sandrine Neck pour un nouveau point sur l'information. On débute avec de la philosophie, Sandrine. 10 ouvrages pré-finalistes ont été sélectionnés pour le prix 2021 des rencontres philosophiques de Monaco. Parmi eux, la cité écologique, le concept d'ambiance, durée ou encore au début et la confiance. Courant mai, 5 de ces 10 ouvrages seront annoncés comme finalistes pour le prix de philosophie 2021. Un prix qui sera remis, Émilie, mi-juin à l'occasion du colloque des rencontres philosophiques de Monaco. Cette bonne nouvelle à présent pour tous les amateurs de belles voitures. Il y a une quinzaine de jours, nous suivions pour vous le Prince Albert II et Charles Leclerc au cœur de la collection de voitures du souverain, justement sur les terrasses de l'espace commercial de Fontvieille. Eh bien, sachez que la réouverture au public est pour bientôt. Une date a été annoncée, celle du lundi 17 mai à 10h, ouverture jusqu'à 18h, dernière entrée 17h30. Une idée de visite et de sortie forcément intéressante à quelques jours du Grand Prix de Formule 1. Grand Prix que vous pourrez suivre sur notre antenne. De l'athlétisme, Sandrine, avec le programme du meeting Hercules EBS qui se précise. Il aura lieu le 9 juillet prochain et les épreuves ont été dévoilées, 14 au total. Les voici chez les femmes, 200 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres steeple, saut à la perche, triple saut et lancer de javelot. Chez les hommes à présent, 100 mètres, 400 mètres haies, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres steeple, saut en hauteur et saut en longueur. Émilie, je sais que vous suivrez tout cela avec attention. Et vous avez totalement raison, Sandrine. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain ? Alors vous espériez peut-être tout comme moi une belle amélioration pour le premier jour du mois de mai, après des derniers jours d'avril maussade. Eh bien, mauvaise nouvelle, samedi est placé sous le signe de la pluie, matin, après-midi et y compris en soirée. Les orages devraient même faire leur apparition au milieu de journée. Samedi 1er mai, il s'agira bien sûr de la fête du travail. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de ce journal. Compte tenu de la situation sanitaire, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a décidé de prolonger l'ensemble des mesures actuelles jusqu'au dimanche 16 mai, avec toutefois quelques assouplissements. Retrouvez plus de détails sur nos réseaux sociaux. Le 1er mai rime traditionnellement avec muguet. Ces petites clochettes porte-bonheur sont à l'honneur de notre fin de JT. Photo signée Stéphane Dana. Vous pourrez compter sur une nouvelle édition demain, jour de la fête du travail. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.